Bonjour à tous, Émeric Bénard de Pratico Santé. Je suis un des infirmiers fondateurs de cet organisme de formation qui est Datadocké et qui est DPC. On existe depuis 2016. C'est un organisme de formation qui est à destination des infirmiers, des médecins, des aides-soignants, des sages-femmes. Voilà. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter la formation sur l'ECMO véno-veineuse. Durant cette période un petit peu de crise, il faut dire vraiment le mot, on voulait nous transmettre tout simplement nos connaissances sur l'ECMO véno-veineuse, parce que certains des infirmiers qui travailleront en réanimation seront peut-être confrontés à ce genre de patients. Alors, pour vous rassurer aussi, d'après les dernières recommandations de la SRLF qui sont apparues hier sur les patients sous ECMO, les Covid-19 seraient des patients qui seraient un peu épargnés par les ECMO pour l'instant. Donc, je dis toujours avec pour l'instant parce que ça change assez souvent. Ils répondent bien au décubitus ventral, donc vous serez peut-être confronté très rarement à ce genre de patients. Mais bon, on ne sait jamais, donc on va vous présenter aujourd'hui cette formation. J'espère qu'elle va vous intéresser et j'espère qu'elle vous sera pratique. Si vous avez des questions, on est sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc même si vous avez des questions, vous pouvez même aller sur notre site internet. Il y a un formulaire, vous le remplissez, vous posez vos questions et nous on est là pour pour y répondre. Derrière, on va mettre sur notre site internet aussi un mini PDF que vous pouvez télécharger. Vous verrez, c'est un petit lien sur la checklist d'un patient sous ECMO véno-veineuse. Alors, je vais me présenter aussi brièvement. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le service de réanimation du professeur Combe à la Pitié-Salpêtrière et on prenait en charge énormément de patients sous ECMO. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en avait 300 à l'année avec 18 de réanimation, qui fait pas mal. Donc, on faisait à la fois des ECMO véno-veineuses et des ECMO véno-artérielles. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de l'ECMO véno-artérielle, vu la situation. On fera peut-être un webinar plus tard sur l'ECMO véno-artérielle, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est de vous donner de vous rassurer sur la prise en charge d'un patient sous ECMO et de vous donner vraiment des tips pour que vous puissiez avancer. Alors, on va commencer. Donc déjà, on va parler d'une définition de l'ECMO véno-artérielle pour que vous puissiez comprendre un peu la différence. La véno-artérielle, c'est une technique d'assistance circulatoire qui permet de pallier une dysfonction cardio-circulatoire. On est bien d'accord, elle peut être implantée par voie périphérique ou par voie centrale, c'est-à-dire qu'une défaillance cardiaque. Et vous avez l'ECMO véno-veineuse, qui est une technique d'assistance circulatoire qui pallie exclusivement les dysfonctions respiratoires. Donc, on a classé un petit peu ces dernières années là maintenant tout ça. Donc, vous avez d'un côté les ECMO véno-artérielles, vraiment cardiac failure en anglais. Vous avez aussi les VVA, donc ça c'est les véno-veineuses artérielles. Donc là, vous avez une défaillance à la fois pulmonaire, à la fois cardiaque. C'est dans des très rares cas et c'est vraiment dans les centres spécialisés. Ensuite, vous avez les ECMO véno-veineux, donc on va parler aujourd'hui, et vous avez aussi les écho-2R, donc ces extracteurs de CO2, de ça on va mettre vraiment de côté. Normalement, vous ne serez pas du tout confronté, c'est pas du tout recommandé sur les patients Covid-19. Donc, ce qui sera fait si votre patient est vraiment en défaillance respiratoire aiguë, c'est l'ECMO véno-veineuse. Alors maintenant, on va parler du circuit. Alors le circuit, vous avez donc un patient, donc vous avez une canule qui va être implantée en fémoral, le sang va être prélevé par une grosse canule, implanté dans une grosse veine. Vous avez eu la taille, c'est du 21-30 French, donc c'est assez gros. Le sang va être drainé par une pompe centrifugeuse. La pompe centrifugeuse, vous voyez ici, qui est là, et avec un débit max à 8 litres par minute. Ça va dépendre aussi des machines. Certaines ne peuvent pas aller au-delà. Ensuite, le sang va passer dans une membrane où il va y avoir les échanges gazeux et il va être réinjecté, comme vous pouvez le voir ici, par une canule veineuse. D'accord ? Une ECMO véno-artérielle, ça va d'une veine fémorale à une artère, une véno-veineuse, veine. On est bien d'accord là-dessus. Le circuit, le capteur de débit est placé sur la ligne artérielle en aval de l'oxygénateur. Vous avez une petite spécialité avec la Rotaflow où vous voyez ici avec la souris que vous avez le capteur de débit qui juste après entre le circuit de la membrane qui se trouve ici et le moteur.
Voilà. Et la particularité aussi de la Rotaflow, c'est qu'il faut mettre de la pâte pour que le capteur de débit se fasse. Voilà. Donc c'est un petit peu à l'ancienne, mais elle a quand même prouvé son efficacité. Alors les canules, elles sont radio-opaques et vous verrez que dans les surveillances, il faut faire une radio pulmonaire assez fréquente pour voir l'emplacement des canules, surtout en post-implantation, ça c'est très important. Donc et les canules, elles vont influer, si vous voulez, sur le débit. Vous allez voir ce petit graphique, plus vous mettez des petites canules, moins le débit sera important. Et plus les pressions vont augmenter. Donc c'est pour ça qu'il est important, et on va voir pourquoi il faut des gros débits lors d'une ECMO véno-veineuse. La pompe, elle est électrique d'une capacité entre 0 à 7000 tours minute, et elle est reliée et contrôlée par une console. Alors, le réglage du nombre de tours minute, ça va dépendre aussi par rapport au débit, on va le voir tout à l'heure. Il y a des alarmes sonores et des batteries pour les batteries, et aussi des alarmes sonores pour les dysfonctionnements. Il y a un témoin de charge aussi de la batterie. Ça, il faudra surveiller, mais ça, on le verra aussi tout à l'heure. Alors, vous avez différentes pompes centrifuges et consoles. Vous avez à gauche la Sorine. La particularité de la Sorine, c'est qu'elle peut pas aller vraiment au-delà d'un certain nombre de litres, donc souvent elle est préférée pour les ECMO véno-artériels. Vous avez la Medtronic aussi, voilà, qui est plutôt une bonne machine. La Rotaflow de chez Maquet, on a vu. Vous avez aussi la nouvelle CardioHelp. Enfin, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais en fait, c'est une des consoles d'ECMO qui est utilisée dans le transport. Bon, vous avez vraiment juste à la prendre. La particularité, c'est que le moteur est dans la membrane, contrairement aux autres. Et vous avez aussi la Xenios de chez Medos, qui se trouve juste ici, qui est un peu plus récente. Alors donc, vous avez des échanges gazeux, donc dans la membrane avec des fibres creuses. Vous avez des échanges gazeux avec oxygénation et décarboxylation par diffusion. On va le voir tout de suite. Et un réglage de la FiO2 et du balayage. Vous allez comprendre ce qu'est le balayage et la FiO2 et qu'est-ce qui influe sur la saturation du patient. Donc là, c'est un petit schéma sur les échanges gazeux qui se trouve là. Donc vous allez voir ici le flux des gaz avec une PCO2 moindre et une PO2 au taquet, la membrane qui se trouve ici et le sang qui va passer dans ce sens, à contrario. Donc vous allez avoir de la PO2, donc on va remettre du sang oxygéné ici, et la PCO2 va être décarboxylée en fonction des débits de gaz. Donc, le réglage de la FiO2, il est entre 21 et 100%, comme sur un respirateur, et le balayage entre 0 et 16 litres. Alors là, vous voyez 10 litres, mais il y a certains balayages qui peuvent aller jusqu'à 16 litres. Le balayage, c'est le débit de gaz frais qui se passe à travers la membrane. C'est-à-dire qu'en fait, mettez-vous dans la tête que le balayage, c'est tout simplement comme votre fréquence respiratoire. Plus vous allez augmenter les débits de balayage, plus vous allez épurer le CO2. C'est hyper important de connaître ça. Et ensuite, après, la FiO2, c'est la fraction d'oxygène dans le sang. On va mettre cette petite vidéo. Donc, vous voyez, là, si j'ai une PCO2 qui est élevée, je vais augmenter mon balayage comme ceci. Vous voyez, là, la petite jauge qui est en place. Pareil, si je vois que ma FiO2 et ma PO2 sur mes gaz du sang est pas très bonne, je vais pouvoir augmenter ma fraction d'oxygène. Donc ça, pour vous prouver, ça avait été réalisé dans le service de réanimation médicale par le professeur, par Mathieu Schmitt, qui fait une petite étude là-dessus. Donc en augmentant le balayage, on s'est rendu compte que il y avait aucune influence sur la PO2. Ça sert à rien d'augmenter le balayage si le patient désature. Il y avait juste tout simplement décarboxyler. A contrario, en augmentant la FiO2 et en augmentant les débits, et on va le voir après, vous allez pouvoir oxygéner le patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le patient soit oxygéné, il a besoin de deux choses. D'une FiO2 sur l'ECMO et surtout des débits sang très élevés. Parce que pour oxygéner le patient, il faut que les débits sang doivent être au moins 60% du débit cardiaque théorique du patient. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que vous avez les globules rouges et l'oxygène, qui sont sur les globules rouges. Et en fait, les globules rouges vont transporter l'oxygène dans le sang. En augmentant tout simplement les débits, vous allez transporter l'oxygène beaucoup plus rapidement. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Plus vous avez des débits importants, mieux c'est. Donc, c'est pour ça qu'il faut des grosses canules, parce que vous avez des grosses canules, vous avez des gros débits et vous allez pouvoir oxygéner le patient. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir pallier ces défaillances-là.
On va prendre un petit exemple. Donc avec Monsieur D, voilà, c'est un petit cas concret. Monsieur D, il a 25 ans. Il est hospitalisé en réanimation pour un SDRA sur une grippe maligne. D'accord? Il est rapidement intubé après son admission et présente également un état de choc. Donc le gaz du sang, il a été réalisé sous FiO2 100% au décours de l'intubation. C'est-à-dire que là, on vient de réaliser un gaz du sang chez un patient qui est intubé avec une FiO2 à 100% et sans doute, excusez-moi, et sans doute avec une ventilation protectrice. Donc là, on est au top. Mais le gaz du sang ne l'est pas. pH 7,05, PCO2 75, PO2 50, SAT 75, bicar 20, lactate 8. Donc là, on n'est pas très bien. Donc je vous laisse interpréter, je vous laisse quelques secondes. Donc là, on est dans tout simplement une acidose mixte. Vous avez un pH qui est effondré, une PCO2 qui est augmentée plus, une PO2 aussi qui est effondrée, une SAT à 75, un bicar qui commence à baisser et on a une hyperlactatémie. Donc là, on a une hypoxémie profonde avec un rapport PaO2 et FiO2 à 50, une acidose mixte respiratoire métabolique, d'accord, avec une hypoventilation alvéolaire liée au SDRA. Donc, une hyperlactatémie responsable d'une acidose métabolique. Donc là, le patient, il est en urgence vitale. Donc là, on va pouvoir poser une ECMO véno-veineuse. Une fois qu'on a posé l'ECMO véno-veineuse, elle est implantée dans les heures qui suivent. Et on met une épuration extra-rénale continue. On a vu que les bicars étaient pas forcément très bons. On va pallier l'acidose métabolique. Et avec l'ECMO veineuse, on va pallier l'acidose respiratoire. Donc le gaz, il est réalisé à H12 sur le ventilateur, une FiO2 à 60% sur le ventilateur, une ECMO avec une FiO2 à 100%, un balayage à 10 litres par minute et un débit sang à 6,5 litres par minute. D'accord? On réalise le gaz et là, on s'aperçoit que le gaz, le pH, il est à 7,50. Donc là, on a une alcalose. Une PCO2 à 20, donc là, elle est complètement effondrée. Je vais revenir sur le diapo d'avant. Vous avez vu qu'on est passé de 75 à 20 parce qu'on a mis on a mis un balayage à 10 litres. Une PO2 à 120, une SAT à 99, donc là on est plutôt pas mal. Un bicar à 15, bon ça c'est pallié par la dialyse, et les lactates sont quand même descendus. Donc, si on regarde aujourd'hui notre balayage, alors qu'est-ce qu'on va faire? D'après vous, comme ça, j'ai mon balayage à 10, j'ai ma FiO2 à 100% sur l'ECMO, qu'est-ce que je vais baisser? Est-ce que je vais baisser ma FiO2 sur le respi ou sur l'ECMO? On va voir tout de suite la réponse. Et qu'est-ce qu'on fait avec le balayage? Alors, vous voyez, ici, on a mis le balayage à 8, d'accord, dans un premier temps. Et est-ce qu'on descend la FiO2? Eh bien non. Pour l'instant, on va pas descendre la FiO2, comme vous pouvez voir. Donc, on a baissé le balayage, puisqu'on a trop épuré de CO2, donc on baisse le balayage. Et parce qu'on est prudent, on va baisser de 2 points. Et on contrôlera après avec un gaz du sang. La FiO2, comme vous pouvez la voir ici, pardon, la FiO2, comme vous pouvez la voir ici, elle est restée à 100%. Vous allez me dire, pourquoi on a 120 de PO2, on pourrait peut-être baisser un petit peu. Eh bien, on dit qu'on va privilégier d'abord le respi, parce que sur le respi, on va baisser la FiO2 à 40% sur le respi plutôt que la FiO2 sur l'ECMO, parce qu'on va diminuer le risque d'atélectasie, dénitrogénation. Voilà, donc ça c'est surtout dans un premier point. On va dire qu'on commence par la ventilation dans un premier temps. Le balayage, on va le diminuer parce que le patient il est trop en alcalose. Et petite information aussi, ça c'est très important, l'arrêt de la PCE, la baisse brutale de la PCE2, elle peut entraîner une vasomotricité des vaisseaux cérébraux et une augmentation de risque d'AVC. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a une implantation d'ECMO, pas aller trop vite, y aller par palier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on y va 2 par 2, de palier par 2, et on contrôle avec les gaz du sang. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe du balayage et de la FiO2. Donc on est d'accord que l'influence du transfert d'O2, ça va dépendre du type de membrane, oui, parce qu'il faut quand même une membrane qui soit pas saturée. Donc ça, c'est une des recommandations pour changer les membranes quand vous avez un patient. On verra avec l'hémolyse.
un surface d'échange de la membrane et une FiO2 qui mélange les gaz et surtout des débissants. Qu'est-ce qui va favoriser vraiment la saturation? C'est les débissants. Si vous avez un patient, et c'est pour ça que dans les ECMO véno-veineux, vous avez des patients qui sont parfois à 7 litres minute. Voilà, 7 litres minute. Contrairement aux ECMO véno-artériels où on n'a pas forcément un problème au niveau respiratoire, hein, on va aller chez des patients qui seront à 3-4 litres minute, d'accord? Donc les ECMO véno-veineuses, on tourne très vite. C'est pour ça qu'il faut des grosses canules, parce que si vous mettez des petites canules, vous verrez, on va avoir des problèmes de pression. Et si on a des problèmes de pression et si on va trop vite, on risque d'aller dans certaines complications, dont l'hémolyse. Et ça, on le verra tout à l'heure dans les surveillances infirmières. Le transfert du CO2, on l'a dit, je le répète, parce que c'est important. On va surveiller donc l'échange de la membrane également, différencier l'artériogazeuse en CO2, mais surtout c'est le débit de gaz frais, donc le balayage. Alors on a mis un petit peu le débit, mais c'est surtout le balayage, parce que le balayage, il est très important pour épurer le CO2. Dites-vous, c'est comme votre fréquence respi sur le respirateur. Ok? Donc je répète. Les débissants, ça augmente la FiO2, d'accord? Enfin, oui, ça augmente, pardon, la saturation, ok? Avec la FiO2. Et le balayage, ça va épurer le CO2. Plus on va avoir de balayage, plus on va épurer le CO2. Moins on va mettre de balayage, moins on va épurer le CO2. Voilà, c'est de trouver l'équilibre sur les gaz du sang. Alors, on va parler de cette fameuse ECMO alors c'est pas véno-artérielle, pardon, c'est véno-veineuse. Donc là, dans l'ECMO véno-veineuse, donc c'est une assistance respiratoire. Donc le sang veineux est drainé dans la veine cave inférieure via la bord fémorale, et ensuite vous allez avoir un sang oxygéné réinjecté dans l'OD, donc la veine cave supérieure via un abord jugulaire. On verra qu'il y a différentes poses. Je vais vous parler un petit peu aussi de l'avalone. L'avalone, en fait, c'est un peu comme le même principe qu'un cathéter de dialyse. Donc, vous avez une canule de double lumière, d'accord. La cannulation est percutanée, elle est entre 16 et 31 French, et comme vous pouvez le voir ici, le drainage de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, donc on va avoir le sang, hop, qui va être aspiré comme ceci et qui va être réinjecté devant la tricuspide. Voilà. Donc il y a une diminution de la recirculation. L'avantage de ce genre de canule, c'est qu'on peut mobiliser plus facilement le patient, on peut le mettre au fauteuil. Donc ça, c'est plutôt un bon avantage. Le désavantage, c'est les débissants. Donc c'est souvent chez des patients qui sont en SDRA plutôt sévères, mais un plus ou moins modérés, qui sont en attente des fois d'une greffe pulmonaire, par exemple les mucoviscidoses. Voilà, donc ça c'est surtout vraiment dans les patients moins graves. Ensuite, après, vous avez donc là, par exemple, la fémoro-jugulaire. Donc ça, c'est ce qu'on fait principalement dans le service où j'ai travaillé, dans le service de réanimation médicale. Vous avez aussi la fémoro-fémorale. Donc ça, on appelle ça à l'australienne, c'est-à-dire qu'on va mettre une canule de drainage ici et une autre canule de réinjection ici. Le seul désavantage, c'est qu'il y a quand même un risque de recirculation et de débit quand même peut-être un peu moindre. Mais des fois, on n'a pas le choix. Vous avez des patients où on peut pas mettre de canule en jugulaire. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la canule FEM-FEM. Et là, pareil, la valone. Donc là, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire qu'on va aspirer, réinjecter devant la tricuspide. Chez le patient atteint du SDRA. Donc, je vous rappelle ce que c'est un patient en SDRA. C'est des lésions alvéolo-capillaires responsables d'une augmentation de l'eau pulmonaire extravasculaire, vers une constitution d'un œdème interstitiel et alvéolaire de lésions endothéliales et épithéliales, secondaire à une agression directe pulmonaire, ou un processus inflammatoire systémique extrapulmonaire. Voilà, ce petit schéma résume bien. C'est que voilà, maintenant les échanges gazeux vont être très 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 difficiles. Recommandation de Berlin pour la définition du SDRA. Vous voyez que on va le revoir par rapport au PaO2 et FiO2. Et là, on se retrouve ici. Donc les recommandations.
Hop, je reviens. Les recommandations pour un SDRA, aujourd'hui, hein, c'est le décubitus ventral, hein, une ventilation protectrice, un peu de curare, et voilà. Donc là, on reste, et oui, de la PEP haute, évidemment. Donc là, c'est les recommandations aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez avoir des Covid-19 qui seront, d'ailleurs, ils sont tous traités pour l'instant comme ça, hein. Encore une fois, l'ECMO sera mise que vraiment si on est peut-être dans un état catastrophique. Et donc voilà, et par rapport à l'âge du patient aussi. Donc c'est très important de bien faire cette distinction. Alors moi j'aime bien cette petite image parce que ça montre bien ce qu'est la ventilation protectrice. La ventilation protectrice, on est du 6 ml kg de poids idéal théorique. Donc je dis bien poids idéal théorique, pardon, c'est vraiment la taille du patient, d'accord? Donc vous avez sur les recommandations de la SRLF, de la SFAR, vous avez les petits tableaux pour voir combien on peut ventiler le patient. Hein, avec combien de volume courant. Il y a un petit calcul à faire, il est assez simple. En tout cas, maintenant, vous avez des tableaux qui sont déjà tout faits, donc je vous conseille de voir ça si vous avez un patient de ce type-là. Ensuite, vous avez de la PEP haute, et vous avez des pressions de plateau qui doivent être inférieures à 28-30, d'accord, et un décubitus ventral. Vous voyez que sur le schéma ici, avant, alors, il y a très longtemps, hein, plus dans les années 90, on ventilait les patients en 15 ml kg de poids idéal théorique. Vous avez vu, ça c'est des poumons de rein. Hein. Et à droite, vous avez vu les poumons, ils sont vraiment distendus. Donc là, on crée des lésions pulmonaires. Là, on va mettre du 6 ml kg de poids idéal théorique, et là, on a une ventilation qui est dite normale. Et vous voyez qu'entre les deux, on se rapproche vraiment de la physiologie du patient. Donc, c'est hyper important de faire une ventilation protectrice. Hein. Donc, c'est très, très, très recommandé. Malheureusement, cette technique, elle peut avoir des défaillances aussi. Hein. C'est comme toute technique, c'est-à-dire que la ventilation protectrice, là, c'est des scanners, on voit sur les petits points rouges que vous voyez ici, le patient, il peut avoir quand même des lésions pulmonaires. Donc c'est là qu'intervient l'ECMO, c'est-à-dire que quand vous avez un SDRA qui va être très sévère et après des échecs thérapeutiques classiques, vous avez votre VILI qui est important, une hypoxémie réfractaire malgré le DV, malgré du NO aussi, parce qu'on peut utiliser aussi le NO dans certaines conditions. On y va, hein, on met toutes les thérapeutiques en place. Ça suffit pas. Donc il faut pas tarder à laisser le malade et se dire ça c'est d'ailleurs c'est pour ça que je vous recommande de téléphoner à des centres références. Hein, vous en avez un peu partout en France. Vous en avez à Lille, à La Pitié, à Bichat, où vous allez avoir des UMAC qui vont vous dire ok on y va, on va mettre en place le patient sous ECMO. Mais c'est très important avant de continuer une thérapeutique de dire ok est-ce qu'on le met, on met pas sous ECMO. Donc ça c'est vraiment une réflexion. Donc ça c'est quand on a vraiment de l'expérience. Donc, le but de l'ECMO sous SDRA, c'est de mettre le patient au repos. Hein, c'est vraiment le poumon au repos. C'est diminuer l'agression de la ventilation mécanique et on attendra sa récupération. Donc, attention aux surinfections en pneumothorax. Alors, comment on les ventile ces patients-là? Donc, il y a un super en ce moment qui tourne le super webinaire sur la ventilation. Donc il y a Mathieu Schmidt qui a fait une petite vidéo sur comment on ventile un patient sous SDRA. Donc il y a deux façons de le ventiler. Vous avez des patients qui sont sous SDRA, donc on va faire de la ventilation ultra protectrice. Donc là on va être à du 4 ml kg de poids idéal théorique. Voilà. Alors vous allez me dire que le patient il va être en hyper, il va avoir une PCO2 qui va être élevée. Ça va être rectifié avec l'ECMO. Une fois qu'on a, ou sinon vous avez la deuxième solution, c'est de la PRV. C'est un mode en pression, c'est comme de la BiPAP. Vous allez avoir une PEP haute, une PEP haute et une PEP basse, et le patient sera ventilé en 24-12 et le patient va pouvoir prendre sa respiration comme il veut entre chaque cycle. Voilà, donc ça c'est important. Bon, c'est mieux expliqué sur ce webinaire. Je vous le conseille. En ce moment, il est gratuit. Donc voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on va parler de la surveillance infirmière. Alors vous allez me dire, la surveillance infirmière, moi j'ai pas pratiqué, ça va être compliqué, les ECMO c'est plus lourd. Oui, c'est vrai que quand on regarde cette photo-là, on se dit que il a un petit quelque chose en plus ce malade. Hein. Donc là, c'est une ECMO véno-artérielle, hein. Vous avez le ballon de contre-pulsion, vous avez l'ECMO. Bon, pour info, l'ECMO véno-veineuse, hein, vous n'aurez pas de ballon de contre-pulsion. Ça c'est propre à l'ECMO véno-artériel, mais ça on en reparlera un jour dans un autre webinaire. Alors vous allez me dire, c'est une charge de travail supplémentaire.
pardon, excusez-moi. Je sais pas si c'est une charge de travail supplémentaire, sans doute, oui, parce que il y a des choses à vérifier encore plus, surtout quand on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de patients. Ils sont souvent intubés, ventilés, sédatés, mais parfois vous avez aussi des patients qui peuvent, avoir comme une avalone et aller au fauteuil. Donc évidemment, là, dans cette période, on reste sérieux, on va rester dans du classique, hein, d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas forcément cette image-là, l'ECMO. Elle sauve des vies. Elle a sauvé des vies durant la grippe H1N1. Donc, des patients étaient sous ECMO véno-veineuse après des échecs thérapeutiques du DV. Donc, pour l'instant, là, aujourd'hui, le Covid-19, il sauve des gens sur ECMO, sur DV, d'accord. Mais l'ECMO peut aussi sauver des gens également. Donc tout ça, c'est aussi parce que on va faire des tours de sécurité. On va revenir aux fameux tours de sécurité que vous faites normalement dans vos réas chaque matin, chaque tour en fait. C'est-à-dire que la checklist, c'est une limitation des crashs. Ok, donc si vous faites des choses correctement, généralement on limite les crashs. Ok, donc ça, on va être très rigoureux. Donc, je vous ai parlé en tout début de la vidéo que vous aurez une checklist en PDF. On va vous la partager. C'est ces clichés-là qu'on va vous partager. Donc, c'est très important d'être rigoureux là-dessus. Parce que si vous êtes rigoureux là-dessus, vous allez pouvoir anticiper les problèmes. Et quand on anticipe les problèmes, généralement, on évite ce que vous voyez sur la photo, c'est-à-dire un avion qui va devant vous. Ok, donc ça c'est très important et il faut que vous soyez très rigoureux là-dessus. Vous mettez plus de temps, tant mieux, et voilà. Et l'important aussi, hein, j'en vais en parler, mais c'est de la communication. Communiquer entre vous, par pitié. C'est hyper important la communication parce que c'est là qu'on va justement éviter toutes sortes de problèmes. Alors l'ECMO, ça marche à l'électricité. Ben oui, ça marche à l'électricité. Donc on va vérifier à chaque tour, à chaque fois que vous allez voir un patient, s'il y a un branchement mural, si le plug il est bien connecté aussi sur la machine, parce que des fois ça peut être mal inséré. Donc vous vérifiez bien, vous réinsérez bien votre prise murale. Et bien sûr, si vous pouvez l'avoir sur une prise rouge. Bon, avec tout ce qui se passe et avec tous les autres appareils, généralement, on va essayer de mettre ça sur une prise murale classique, mais c'est important. Donc, vous pouvez vérifier aussi la charge. Alors ça, c'est sur toutes les ECMO, hein. Excusez-moi. Sur toutes les ECMO, vous pouvez vérifier la charge. Donc c'est important parce que si la charge, mais que vous êtes sur batterie, bien ça va nous montrer que la prise soit marche pas, soit la prise murale marche pas. Enfin voilà. Donc des fois, ça peut venir de là aussi. Donc vérifiez tout ça. Donc l'ECMO, ça marche à l'électricité, mais ça marche aussi avec des fluides, de l'oxygène et de l'air. Voilà, ça peut marcher aussi que à l'oxygène. On verra ça plus tard. On en passera, on verra ça comment on fait. Vérifiez vos fluides, c'est très important parce que l'oxygène, vous allez le voir quand c'est débranché, vous allez le voir tout de suite. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Le branchement oxygénateur, mélange de gaz. Donc ça, c'est le petit, vous voyez, ce petit tuyau qui va aller directement, vous voyez là, donc c'est le balayage et la FiO2 qui va aller directement sur la membrane. D'accord? Ça, vous allez le voir tout de suite hein, quand votre patient, ce petit connecteur, il est débranché. Vous allez le voir comment? Par la couleur des lignes. Et oui, parce que la canule veineuse va drainer, d'accord? Celle qui draine forcément aura du sang noir. Et celle qui va réinjecter va avoir du sang rouge vif. Si elle est déconnectée, logiquement, vous allez avoir une canule noire et une deuxième canule noire. Quand je dis noir, c'est rouge foncé. On est bien d'accord. Donc ça, c'est très, très important. Les clans, ça, c'est un de vos meilleurs amis. Les clans sont là en cas d'arrêt d'ECMO et en cas de décanulation. On verra comment on fait en cas de décanulation. C'est très, très, très important. Ça doit faire partie de votre checklist. Le moteur de secours également. Le moteur de secours, c'est que si l'ECMO s'arrête, je vous ai dit qu'elle marche à l'électricité, ça reste de l'électronique, on n'est pas à l'abri d'une défaillance électronique, ce serait vraiment pas de bol, mais ça arrive. Eh bien, là, vous devez mettre sur moteur de secours. Je vous montrerai tout à l'heure une vidéo. Et le moteur de secours, il est très important qu'il soit à portée de l'autre moteur
comme vous voyez sur l'image. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le moteur de secours il soit caché quelque part ou de l'autre côté de l'ECMO et que le jour où vous devez prendre le moteur de secours, bah en fait, vous vous rendez compte que les canules sont trop courtes, que vous pouvez pas et c'est la panique à bord. Donc ça, c'est très important. De façon ergonomique, vous devez mettre le moteur de secours. Ensuite, avoir un protocole d'urgence s'il faut. Si vous pouvez en avoir un, sinon bah vous imprimerez ce que je vous aurais mis en lien PDF et un numéro des perfusionnistes. Alors si vous êtes dans un centre où il n'y a pas de perfusionniste, bah vous appelez les chirurgiens. Si vous en avez pas, bah vous appelez les réanimateurs. Mais le mieux c'est aussi d'appeler les centres experts, hein, d'accord. Dans cette période, laissez les centres experts parce qu'en plus il y a une pénurie, je crois, d'ECMO, donc ce serait bien de passer la main dans ces moments-là. Mais sait-on jamais, vous en avez une. En attendant, vous savez ce qu'il faut faire pour surveiller. Alors, le balayage. Alors, pourquoi on n'a mis jamais à 0? C'est surtout pour les gens qui auront des ECMO véno-artériels, d'accord? Et surtout pour les gens qui seront traités. Alors, je dis pourquoi jamais à 0? Parce que véno-artériel, si vous réinjectez du sang non oxygéné dans une artère, bah, ça va pas faire bon ménage, hein, d'accord? Donc, voilà, c'est pour ça que c'est jamais à 0. Le moment où on mettra à 0, c'est sur les ECMO véno-veineuses et sur les tests de sevrage. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez baisser petit à petit le balayage, vous allez vérifier si le patient il peut prendre le relais via le respirateur, parce que, je le rappelle, on est sur un SDRA sévère, le respi, pas qu'il est là pour faire joli, mais presque, hein, c'est-à-dire que si l'ECMO s'arrête, le patient peut plus forcément respirer avec le respirateur. C'est un SDRA qui est sévère. C'est-à-dire que vous avez des patients qui ont des très petits volumes. Hein. C'est des VT qui sont minuscules. Des fois, on est obligé de passer notre ventilateur en mode pédiatrique pour éviter qu'il sonne. Hein, vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'ECMO, c'est sur ces patients qui sont très graves, la seule ressource. Donc vérifiez bien, ne mettez pas à 0. On fait des tests de sevrage que lorsqu'on voit que le patient au niveau pulmonaire, il y a une meilleure compliance, qu'il y a des pressions de plateau qui sont moins élevées et voilà. Donc ça c'est bien sûr le médecin qui va évaluer tout ça, mais vérifier qu'il soit pas à 0. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est le petit message. On va vérifier le tour minute et les débissants. Le débissants vont être ici, le tour minute ici. Je vais vous expliquer ça tout en détail tout à l'heure. Surveillance d'une ECMO, on va surveiller la pompe. Oui, parce que des fois, on peut avoir un défaut de pompe. Donc surveiller s'il n'y a pas de problème sur la pompe de l'ECMO. On va surveiller aussi la membrane, si c'est bien connecté au gaz, s'il y a des présences de fibrine et de thrombus. On verra tout à l'heure aussi. Oui, parce qu'on aimerait bien, il faut avoir cette petite lampe durant cette surveillance ECMO. Donc, on va surveiller l'état de la membrane, si elle est sale ou pas sale. On va surveiller la coloration des lignes. Alors, si votre patient désature brutalement, prenez du recul, regardez l'ECMO et regardez les lignes. Vous découvrez le malade et vous regardez qu'est-ce qui se passe. Généralement, quand elles sont noires et noires les lignes, c'est qu'il y a l'oxygène qui est déconnecté. D'accord? Donc ça, c'est important. Prenez toujours du recul. Et on verra après sur la recirculation, mais ça c'est quelque chose après. Donc la surveillance des lignes est très importante parce que si elles sont rouges et rouges, il y aura peut-être un petit défaut. On verra ce que ça fait quand elles sont rouge vif et rouge vif. Complications thromboemboliques. Oui, parce qu'il y a de la formation de fibrine et de caillots sur une ECMO. Hein, alors donc là après, ça sera l'anticoagulation qui sera à voir. Sur la membrane, l'oxygénateur de l'ECMO, sur les canules aussi, hein, on va vérifier s'il n'y a pas de caillot, parce que il y a des risques, hein, tout simplement d'un caillot qui part, donc ça peut être un peu embêtant, donc risque d'embolie systémique et on va contrôler régulièrement l'oxygénateur. Exemple, vous voyez ici, hein, donc une phase un peu plus sale et une phase un peu moins sale, d'accord? Donc on va vérifier le côté bleu et le côté rouge. Alors, juste un petit bémol, vous avez parfois des membranes qui vont être très sales et en fait les échanges gazeux vont bien se faire, tout va bien se passer, il n'y aura pas de signe d'hémolyse. Et il y a d'autres membranes qui vont être très propres et en fait finalement font plus le job. Donc bon, ça c'est variant, mais c'est important de le signaler. C'est important de dire que bon voilà, là ça fait quand même peut-être 2 semaines qu'on a la même membrane, 1 semaine qu'on a la même membrane et voilà.
La question qui m'est souvent posée, c'est combien de temps dure une ECMO? Bah, ça va dépendre en fait du circuit, ça va dépendre de plein de choses. Le patient sous ECMO, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois, mais on rentre dans les complications. On va pas parce que ça peut être des complications infectieuses. Mais voilà, donc ça dépend vraiment du patient. C'est comme un peu votre dialyse, si je peux me permettre. Des modiafiltrations, des fois, vous allez avoir des dialyses qui vont durer 1 journée pour certains patients et d'autres, ça va durer des fois plus de 72 heures, même si c'est pas du tout recommandé, hein, je vous le rappelle. Donc, voilà, ça va dépendre de la coagulation du patient, ça va dépendre aussi de son infection, ça va dépendre de plein de choses. On va regarder les lignes fixées à la peau par des fils. Je vais vous montrer des photos. On va regarder aussi les lignes non coudées et visibles. Ça, c'est très, très, très important. Il faut que les lignes soient vraiment à vue de... Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ça soit caché trop sous les draps. D'accord? Donc, il faut vraiment que les lignes, vous voyez, par exemple, là, sur cette photo, les lignes sont au-dessus du moteur du lit, hein, le moteur du lit, parce qu'il ne faut pas que les lignes traînent par terre. C'est le meilleur moyen d'arracher des lignes. Voilà, donc il faut vraiment qu'elles soient visibles, qu'elles soient belles. Ça permet aussi de regarder s'il y a un problème sur l'ECMO, sur l'oxygénateur, sur plein de choses. Les luorlocs et tégadermes. Alors pourquoi je dis luorlocs et tégadermes? Parce que vous avez des petites vis des fois qui sont sur l'ECMO. Des petits pas de vis, et donc bien vérifier. Donc nous on mettait des tégadermes dessus pour éviter, si vous voulez, que les bouchons sautent. Ouais, parce qu'avec des fois avec le débit qui est assez élevé, ils peuvent sauter. Donc c'est très important de vérifier. D'accord, hein. On a eu parfois des patients où le bouchon a sauté. Donc après bon, ça va vite. Hein. Donc vous imaginez, on est à 3, 4, 5 petites minutes. C'est un robinet qui coule. Hein. Donc bon. Heureusement, on a réussi à être assez réactif et sauver à ces moments-là et on remet un bouchon dessus. Mais voilà. Voilà. Après, nous, on mettait très rarement des têtes de pression sur l'ECMO. Voilà, c'était. On se disait que moins on mettait de choses sur l'ECMO, moins on avait de problèmes. Voilà. Donc ça va dépendre de différents centres, mais voilà, c'était un peu la philosophie, et c'est vrai que moins on touche à l'ECMO, moins on a de problèmes. C'est-à-dire qu'on faisait très peu de gaz du sang sur la membrane, sauf vraiment sur des choses, on va dire, où on avait un doute sur l'efficacité de notre membrane, mais on faisait que des gaz du sang sur le patient. Si on faisait gaz du sang sur la membrane, on demandait à un perfusionniste de venir le faire parce qu'il a plus l'habitude, parce que il connaît bien son métier, hein, donc c'est une spécialité, donc c'est important de le souligner. Alors ici en fait on a une surveillance, c'est la cardio-help, donc voilà, je vous en parlais. Ici vous avez donc ici vous avez le débit sang, d'accord. À droite le tour minute. Alors la question qui nous est souvent posée, mais c'est quoi les normes, le tour minute, le débit sang? Bah ça va dépendre de votre patient en fait. C'est-à-dire que moi, je vais faire 1m77, peut-être que 4000 tours, bah ça va me suffire à avoir 3 litres. Par contre, mon voisin d'à côté qui fait 1m90, bah il est un peu plus grand, 4000 tours minute, ça lui fait 2 litres. Donc il faudra peut-être augmenter les tours minute, d'accord? C'est important de savoir ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une norme de votre patient. Vous allez avoir le tour minute et les débits, d'accord? Donc ça c'est important. Donc vraiment il n'y a pas vraiment de normes fixes si vous voulez. Donc ça vous avez votre débit de base, votre tour minute de base, et ça on va dire que c'est votre référence. On va surveiller les pressions veineuses, hein, parce que forcément pression veineuse ça aspire, d'accord? Donc on va aspirer comment s'appelle le sang via la canule, donc ça va être une pression qui va être négative. Ensuite, ça va passer dans le moteur et là, ça va pousser, donc ça va être une pression positive, pression artérielle post-membrane. Ensuite, vous avez la pression intérieure. Là, ça c'est la cardio-help, donc ça vous donne la température, ça vous donne même l'hématocrite, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi le delta P. Hein. Le delta P, c'est la pression intérieure moins la pression artérielle. Donc c'est un peu comme pour ceux qui font de la dialyse et de l'hémodiafiltration, un peu votre pression transmembranaire, si vous voulez, d'accord. Donc c'est le delta P. Plus il va augmenter, plus il va falloir se dire qu'il va falloir peut-être changer la membrane. Voilà. Donc là, ça c'est c'est une petite photo pour vous montrer, par exemple là en jaune,
la pression elle est très élevée, hein, d'accord. Et là vous avez la SVO2, donc là c'est un indicateur qui peut être pas mal. Il y en a qui technique, alors là sur la CardioHelp c'est directement mis. Il y en a d'autres qui mettent ça sur d'autres ECMO. Ils ont un petit capteur de SVO2, hein, donc la norme elle doit être à 70%, 75%. Si vous avez une bon voilà, c'est important de surveiller aussi la SVO2, ça permet de voir si elle est bien ou pas bien, si c'est bien oxygéné. Voilà. Donc c'est un petit indicateur qui est plutôt pas mal, mais il faut vraiment le confronter à d'autres choses comme la saturation. Voilà, donc là, comment doivent être les fils, hein, les fils, ici, il y en a un cousu sur la fémorale, donc là on est en fémorale, un cousu ici, un cousu sur la canule et un autre ici. Voilà, donc ça, on mettait 3 points quand même pour éviter les décanulations. On rajoutait aussi des fixateurs que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, bien vérifier l'aspect du scarpa, du point d'insertion en jugulaire, c'est très important. Il faut que le passement soit occlusif. Voilà, donc ça c'est hyper important parce que c'est le syndrome infectieux, hein. Là, on a des grosses canules. C'est comme un cathéter, hein, quand vous faites votre surveillance de cathéter, c'est la même chose. Donc, vérifiez bien tout ça. Donc c'est pour ça que vous surveillez la température, vous allez surveiller le bilan, la NFS, la PCT pour voir les marqueurs de tout type d'infection, les leucocytes, les plaquettes, hein. Quand vous mettez un patient sous ECMO véno-veineuse avec des débits très élevés, vous les mettez sous hémodiafiltration, peut-être l'hémodiafiltration va manger un peu les plaquettes, donc il faudra réfléchir à plein de choses. Donc ça c'est très important. Donc le risque infectieux, vous voyez ici, là, c'est ça c'est des photos d'infection. Là, à droite, tout en bas à droite, vous avez un patient sous ECMO, ça doit être, c'est une ECMO centrale. Ici, vous avez en fémoral. Ici, ça c'est une ECMO véno-artérielle avec une ligne de réinjection, mais ça on n'en parlera pas. Là, en jugulaire ici, et là vous avez un petit fixateur. Voilà, donc si vous n'avez pas ce genre de fixateur, donc c'est comme un Comfil, hein, et avec dessus un fixateur, voilà, donc sur ce Comfil, c'est assez sympa à mettre parce que du coup ça permet de bien tenir les canules et de pas avoir de problème dessus. Sinon, vous faites avec le moyen du bord, avec de l'élasto. Certains le font avec de l'élasto. Bon, moi, je suis pas très fan de l'élasto, mais bon, voilà. Quand on n'a rien, il faut faire avec les moyens du bord. L'infection des canules. Faut prévenir l'équipe médicale en cas de signe d'infection. Parce qu'on peut vite aller vers une cellulite. Donc là, il faut changer de site, hein. C'est hyper important. Alors, pour savoir si les canules sont infectées, donc ça sert à rien de faire des écouvillons. Vous prenez un pot à culture, un pot rouge. Vous prenez alors vous nettoyez bien juste avant, hein, d'accord. Vous faites un beau pansement, vous nettoyez bien à la Chlorex, à ce que vous utilisez dans votre service. Et ensuite, après, vous prenez une seringue de 10 cc, vous essayez d'introduire ici dans les canules un petit cathlon vert, orange, ce que vous avez, et vous allez essayer d'aspirer vers les canules, et ensuite après vous mettez un petit peu de cc d'NaCl que vous mettez dans un pot rouge et vous envoyez en bactériaux. Donc ça c'est assez efficace et utile, et ça permet de bien prélever de façon correcte, parce qu'avec un écouvillon vous allez avoir forcément tous les germes de la peau, et ça sera pas c'est pas recommandé. Donc les pansements, nous on utilisait des pansements comme ceci, hein, avec du gel avec de la Chlorex imbibée. Il y a ceux-là, il y en a d'autres, hein. Vous pouvez faire aussi un pansement simple. C'est important de faire le pansement au moins tous les jours, voire tous les 2 jours. Surtout si vous commencez à avoir des signes d'infection, parce que ça va très vite, hein, c'est les canules jugulaires. Les canules jugulaires, généralement, ça s'infecte un peu moins, mais bon, après, ça reste toujours dans la sphère ORL, donc il suffit que le patient bave un peu. Voilà, ça peut être compliqué. Donc, très important de faire ça. Donc voilà, c'est ce type de pansement qu'on utilisait. Donc, point de ponction propre, non hémorragique, réflexion selon le protocole de service. Pansement occlusif, très important, on vérifie bien les lignes qui sont fixées à la peau par des fils ou sparadrap. Chaque pansement, il faut vraiment checker ça, et on ne couvre pas les lignes de réinjection. Ça, c'est pour les ECMO véno-artérielles.
Ok. Sur les patients qui ont des ECMO véno-veineuses, des fois en post-implantation, on peut se retrouver avec des patients qui ont un saignement au niveau de la sphère orale. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, donc ça peut arriver, donc ça il faut tenir le cap là-dessus. Et vous voyez avec avec le docteur, avec le médecin, le réanimateur, anesthésiste, s'il faut ou pas arrêter les anticoagulants. Voilà, donc dites-vous que là vous avez des patients qui sont sous des fois 7-8 litres, donc peut-être on peut arrêter. Donc justement, en parlant des anticoagulations, on va parler de l'hémolyse. Signe de l'hémolyse, c'est l'hémolyse mécanique. Donc vous allez avoir des colorations des urines, voire de l'ultrafiltrat si votre patient n'urine plus. Donc vous voyez, on appelle ça des urines Porto. Porto comme le vin rouge Porto, voilà. Et ensuite, vous pouvez voir aussi dans la poche à effluent, vous pouvez voir la poche effluente devenir rosée. Donc là, c'est des signes vraiment d'hémolyse. Donc ça, vous allez pouvoir le détecter sur le bilan, l'anémie, thrombopénie, hémoglobine plasmatique. Donc voilà, et si vous n'avez pas l'hémoglobine plasmatique, c'est des signes qui ne trompent pas. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on baisse des débits d'ECMO. Si le patient tient, on se rappelle, on a dit que grâce au débit d'ECMO, les patients peuvent les patients resaturent. En baissant les débits d'ECMO, vous allez pouvoir voir si le patient sature mieux, est-ce que la PO2 fonctionne mieux. Donc, si on passe de 7 litres à 6 litres, peut-être qu'on peut rétablir ces signes d'hémolyse, mais des fois, c'est surtout parce que la membrane est un peu poreuse et qu'il faut la changer. Donc, ça, c'est une décision pluridisciplinaire. Nous, on prenait prenez cette décision-là avec les chirurgiens, les réanimateurs, voilà. Donc ça, c'est très important. Ça peut être aussi lié à des canules trop petites parce que on a impossible à introduire des grosses canules, donc on a mis des canules trop petites, on tourne trop vite et donc du coup on crée des hémolyses mécaniques. Donc voilà. Et parfois, ça peut être aussi des canules qui sont mal positionnées. Ou alors aussi, c'est déjà arrivé post-transport, une canule qui s'était un petit peu coudée, donc du coup on a créé une sorte d'hémolyse mécanique, et la canule s'est remise toute droite, et après on a plus vu ces signes-là. Ça peut arriver aussi, donc c'est important. Et parfois c'est sur la présence de cailloux et de fibrine sur l'oxygénateur, c'est-à-dire que là on commence à saturer au niveau de la membrane, donc ça peut arriver. Donc on va surveiller l'hémoglobine plasmatique et aussi quotidienne. Les normes, vous les avez juste en bas de la diapo. Bon, les risques hémorragiques, ça peut être majeur en post-implantation immédiat, on l'a dit, peut aggraver le traitement aggravé par le traitement anticoagulant. Donc on va surveiller les points de ponction et on va faire un contrôle strict de l'hémostase, anti-DISA et TCA. Toujours dans le tour de sécurité, on va vérifier les pupilles. Bon, normalement vous le faites déjà dans votre tour de sécurité. Dans un patient dit classique, mais c'est très important, qui dit risque d'hémorragie, risque d'AVC, on l'a vu aussi si on baisse trop vite peut-être parfois le balayage, voilà, donc qu'on augmente trop vite le balayage et qu'on baisse trop vite la PCO2, c'est important. Et tout ça, il faut le noter, ça, c'est important dans une feuille de surveillance. On va le voir pourquoi, parce que quand vous avez un débit sang qui a baissé on est passé au même tour minute et on passe de 3 litres à 4 litres plus tard, de 4 litres à 3 litres plus tard, on se dit où est passé l'autre litre, quoi. Donc surveillez s'il n'y a pas des signes de saignement extérieur, intérieur par les échos. Surveillance spécifique, ventilation protectrice, humidificateur chauffant, évidemment, quand c'est hors Covid, pour l'espace mort, mais vous avez vu que c'est pas du tout recommandé dans le Covid-19. Sédation et cure rare si besoin, mais pas en systématique. Le risque d'ischémie sur mauvais retour veineux ou lésion de l'artère lors de la pause, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Donc, vous avez des patients des fois qui ont l'artère au-dessus de la veine, qui sont mal foutus d'un point de vue anatomique. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Surveillez quand même les jambes. On le fait beaucoup dans la véno-artérielle, puisque forcément sur la véno-artérielle, on est dans une artère fémorale. Donc là, il est intéressant de voir si la jambe elle est pas froide. Sur la véno-veineuse, c'est quand même très très rare, très très rare ce genre de phénomène, mais ça peut arriver. Donc vous voyez, vous avez des jambes qui parfois peuvent devenir un petit peu bleues, un peu froides. Donc ça c'est important de le voir. Les risques de recirculation, ils peuvent arriver, c'est-à-dire que vous avez les canules qui sont
trop proche, dans la jugulaire fémorale ou en fem-fem aussi. Hein. Vous allez pouvoir voir sur cette vidéo. Vous voyez ce petit flash? Là, c'est des flashs de sang oxygéné. C'est-à-dire que les canules, en fait, sont rapprochées, pas trop, mais de temps en temps, ça crée des flashs. Donc, du coup, en fait, votre patient, vous voyez, vous allez avoir ces flashs de sang oxygéné. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est souvent le patient va désaturer de temps en temps, il va resaturer, désaturer. En fait, il va faire un peu le yo-yo. Et si vraiment vous avez un rapprochement des canules, par exemple sur une pause, normalement on le fait sur contrôle échographique, voilà, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut demander une radio tout de suite du patient. Donc vous demandez une radio, vous voyez, vous avez un doute, vous dites les canules sont trop rapprochées, mes canules vont être rouges et rouge vif, ça aussi. Donc là, en fait, vous oxygénez pas le patient, donc le patient va désaturer, vous créez un circuit fermé. Donc ça, c'est très important de vérifier. En post-implantation, où sont les ECMO, on dit que c'est 15-20 cm entre la canule jugulaire et la fémorale. 15-20 cm de distance. Voilà, donc ça, c'est important de le checker. Donc vous le voyez tout de suite, de toute façon. Surveillance d'une ECMO véno-veineuse. Alors, contrairement à l'ECMO V1, la véno-veineuse, vous pouvez faire l'arrêt cardiaque. C'est pas interdit. C'est pas interdit que votre patient fasse un trouble du rythme, fasse un infarctus, fasse une TV, tout ce que vous voulez, une fibrillation ventriculaire. Donc là, faut masser. Vous avez un patient qui fait l'arrêt cardiaque, vous massez, d'accord? Ça, c'est très important. Ou tout simplement, vous avez une déconnexion de l'oxygène et vous avez des patients, ils ont tellement peu de réserve dans les poumons qu'ils vont faire l'arrêt hypoxémique. Donc, faites vraiment attention. Lors par exemple d'un changement de membrane, comment ça se fait un changement de membrane? Vous allez avoir une ECMO à côté qui va être débulée, un chirurgien, perfusionniste, un réanimateur qui va se mettre aux canules, et quand tout le monde est prêt, on va tout simplement couper les canules, on va désinfecter tout ça et on raccorde avec la nouvelle ECMO. Voilà, bien sûr, qui est débulée. Donc ça se passe comme ça. Et des fois, juste les quelques secondes de ce raccord-là, vous avez des patients qui passent de 99 de SAT à 60% de SAT, et des fois qui font l'arrêt. Donc c'est très important. Donc on fait une synthèse de tout ça, de la surveillance d'une ECMO véno-veineuse, donc les surveillances spécifiques. Donc, il nous faut une ventilation protectrice, voire ultra protectrice, du 4 ml de poids idéal théorique avec une PEP plus ou moins haute. Vous avez un ACR qui est possible, donc un arrêt cardiaque possible. Vous avez des risques d'hémolyse dus au débit élevé d'une ECMO véno-veineuse. Donc, bien surveiller les signes, je le répète, les urines porto. Vous avez aussi des signes de recirculation, donc bien vérifier la coloration des lignes. Et aussi, vous pouvez avoir de temps en temps un mauvais retour veineux, une ischémie de jambe, mais ça reste très rare. Bon alors, là, vous vous rappelez de la surveillance, quand je vous disais, il faut marquer le tour minute et les débits. Là, typiquement, j'ai fait mon tour à midi, tout se passe bien, mon ECMO tourne à 5,95 litres, mon patient, il sature à 100%, il est intubé, ventilé, sédaté, il est à RAS-5, tout se passe bien. Et hop, je reviens, je vais manger, si j'ai le temps, et ensuite après je reviens dans la chambre, mon tour de 14-15 heures, et là je vois mon patient qui est passé à 4,6 litres. Typiquement, c'est là où il faut se dire où est passé l'autre litre. Voilà. Donc ça, c'est important parce que des fois, vous pouvez avoir un changement de débit parce que le médecin est passé dans la chambre, il a baissé le tour minute, il voulait voir comment le patient réagissait. Là, pour le coup, personne n'y a touché. Là, vous n'allez pas me dire que le tour minute de 4198 à 4199, ça a changé quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc vérifier les signes hémorragiques, et s'il n'y a rien d'extérieur, demandez au docteur de venir faire une écho, de voir s'il n'y a pas une tamponnade qui traîne. Voilà, donc c'est très important. La vitesse de rotation de la pompe centrifuge, d'accord, donc il y a une précharge, une post-charge. En précharge, souvent c'est les débits, le facteur des débits précharge, c'est la volémie. Si mon patient, je viens de lui mettre du diurétique à foison et le patient il peut perdre en volume, donc forcément ça va jouer.
Position des canules veineuses, oui, bah des fois le patient il peut bouger. Hein. Vous avez des patients qui sont tout petits avec un cou tout sans cou. Bon, bah des fois ça peut être compliqué. Vous avez aussi des problèmes de plicature. Vous pliez l'ECMO, ça y est, enfin je veux dire, vous avez un problème de débit. En post-charge, hein, bah souvent, le problème que vous pouvez rencontrer dans le facteur, hein, c'est le diamètre et les longueurs de la ligne entre la sortie de la pompe centrifuge et l'oxygénateur. Plus vous avez des grosses canules et à la limite, plus le circuit est court, mieux c'est, on va dire. Mais bon, après, pour les mobilisations, c'est un peu plus compliqué. On va parler après des mobilisations. Et après, vous avez l'oxygénateur, hein, qui est aussi, qui peut être un facteur. Vous avez la position et aussi les résistances vasculaires systémiques. Là, c'est comment ça s'appelle, une feuille de surveillance à la pitié. Vous voyez, par exemple, sur la date de la pause, on met la date de la pause, quel ECMO c'est, le changement de membrane, si quelle est la FiO2, le balayage, la vitesse de la pompe, le débit, quelle était la coloration de mes urines. Vous voyez, ça se fait partie de ma checklist. Quel était est-ce qu'il y avait bien les sutures, est-ce que c'était bien fixé, quand est-ce que j'ai fait le pansement. Donc ça, tout ça, c'est informatisé, mais vous pouvez le faire aussi sur papier. Hein. C'est assez simple, hein, puis vous cochez les cases et voilà, mais en cochant les cases, en ayant vérifié évidemment. Pareil, signes cutanés, est-ce que j'ai des rougeurs, des froideurs, des signes d'ischémie, des nécroses, est-ce que j'ai mes lignes sont pas distendues ou elles sont plicaturées, est-ce que mon patient, il n'y a pas d'oscillation. Alors on va en parler de l'oscillation tout à l'heure sur une des vidéos. Bien sûr, on n'oublie pas le patient parce que bon, derrière la machine, il y a le patient. D'accord. Donc, bah oui, le patient, il y a des risques d'hypothermie. Donc, vous avez des réchauffeurs aussi qui peuvent être mis chez les patients. Un réchauffeur directement mis sur l'ECMO. C'est très difficile à désinfecter, c'est un peu long. Donc voilà. Et sinon, vous avez aussi les couvertures chauffantes qui peuvent être mises à disposition. Si vous en avez, des dispositifs, bah voilà, ça peut être impressionnant parce que ces patients-là, on les réveille. Hein, je vous rappelle que c'est important de réveiller aussi des patients un jour. Et donc, ces patients qui se réveillent, qui voient ce type de machine, ça peut être impressionnant visuellement. C'est-à-dire que, voilà, et surtout pour les patients sous ECMO véno-veineuse, je veux dire, ils sont pas bien, quoi. Ils ont l'impression d'étouffer, même s'ils sont à 99% de SAT, ils sont pas bien. Donc c'est vachement important de les rassurer, de mettre de la musique, la télé. Les familles aussi, bon, bah, avec le Covid-19, ça va être un peu compliqué prochainement, mais mettez des choses qu'il aime, des musiques, peu importe. Hein, s'il aime le hard rock, mettez du hard rock et ainsi de suite. Il faut vraiment penser à ça et aussi le rassurer, montrer que tout se passe bien, under control. Et pronostic ou devenir incertain, bah oui, parce que je veux dire, on reste quand même attaché à une machine et comme toute machine, bah il y a des complications, donc c'est toujours compliqué et ça limite aussi l'immobilisation et le confort, c'est-à-dire que le patient, bah il faut qu'il reste sur le dos. Vous verrez que les ECMO véno-veineuses, on peut les mettre sur le ventre, mais là ils sont un peu endormis. Donc voilà, c'est important. Alors la mobilisation. On va en parler. Donc, les prérequis. Donc, les canules doivent être correctement fixées. Donc, ça, c'est une surveillance. On l'a vu tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. Nécessite au moins 2 personnes minimum avec obligatoirement une IDE. Et encore, je mets ce bémol-là, quand vous n'êtes pas habitué à avoir un patient sous ECMO, faites-le à 3, voire à 4. C'est pas grave. OK? Si qu'une cannulation axillaire, ça, c'est pour les ECMO véno-artériels, une personne dédiée à sa sécurisation. Il faut visualiser l'ensemble du circuit et communiquer. Vérifier l'absence de tension, de plicature, c'est très important. C'est-à-dire qu'un nurse, c'est pas anodin. C'est-à-dire que là, on va bouger un patient qui a une canule, 2 canules, une jugulaire, une fémorale, avec 7 litres par minute pour certains. Je vous rappelle juste combien de sang nous avons dans le corps. On est entre 4 et 5 litres. Bon, si ça s'arrache, faut être très rapide. On verra comment ça se fait. D'accord? Donc, vraiment communiquer. C'est-à-dire que, OK, j'ai mon patient, on va lever le lit. Est-ce que je peux lever le lit? La personne qui se trouve à l'ECMO regarde et dit, OK, tu peux lever le lit, je tiens les canules. On lève le lit. Une fois que le lit est levé, c'est bon. Est-ce que je peux tourner mon patient? Alors, vous allez me dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut communiquer, hein, d'accord?
ordre, contre-ordre, voilà. Enfin, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on arrive à des accidents. On veut aller trop vite parce qu'on a du boulot, parce qu'il y a un patient qui a sonné, parce qu'il faut répondre à une sonnette, parce que j'ai encore un LBA à faire à côté avec le médecin, je suis stressé. Et ben dans ce cas-là, faites déjà ce que vous avez à faire et ensuite occupez-vous du patient plus tranquillement. C'est très important ce que je dis parce que plus on va aller vite, plus on va aller vers des accidents. Donc attention, mobilisation de nuit, parce qu'il y a moins de personnes aussi. Vigilant accru sur les patients qui sont obèses avec des réinjections jugulaires parce que le cou est, comme on dit, un peu plus petit, donc parfois voilà. J'ai pas parlé dans les surveillances qu'on peut faire aussi sur les jugulaires, c'est de vérifier aussi le niveau. Parce que dans certaines réas, ils avaient vu que en fait la canule c'était en fait enlevé petit à petit. Donc sur les radios, ils ont vu ça un petit peu après. Donc ça, c'est problématique. Et le truc, c'est que les canules sont des fois multiperforées. Donc c'est-à-dire que hop, ça va sortir un petit peu et là, vous avez commencé à avoir du sang qui va gicler. Donc vérifiez bien vraiment les positions des canules de par la radio et aussi visuellement. Donc il y en a qui mettent des petits traits. Voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais faites attention à ça. Donc, attention fémoro-axillaire et on va dire, il faut toujours contrôler son environnement, mouvement, descente du lit, voilà, comme pour la Prisma, si vous voulez, hein, quand vous avez un patient que vous mobilisez sous Prisma, c'est important. Parfois, quand vous avez même des fois basculé le patient sur le côté, il peut y avoir des chutes de débit ou des choses comme ça. Donc, quelqu'un à l'ECMO, 2 personnes qui nurse. Vraiment, ça, c'est le minimum à faire parce que, voilà, risque de baisse de débit, décanulation. Bon, on va passer cette image parce qu'elle est un peu anxiogène. Voilà, par exemple, une petite vidéo quand on mobilise un patient d'un lit à l'autre. Donc, qui commande dans l'ECMO? Enfin, je veux dire, là, typiquement, c'est plus du tout celui qui est au respirateur qui commande, c'est celui qui est à l'ECMO. Donc, celui qui est à l'ECMO, il commande. Il garde les canules. Donc, on va vérifier ensemble. Voilà. Donc là, c'était durant une de nos simulations. Le patient revient du scanner. Donc, on va communiquer ensemble. Voilà. Et c'est la personne qui se trouve ici qui commande. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. C'est la communication, je le répéterai jamais assez, parce que c'est ce qui manque. Donc, par où tourne-t-on le patient si une ECMO à gauche et respirateur à droite? Eh bien, toujours côté ECMO. C'est voilà, si on devait comparer l'ECMO c'est l'as et le respi-cube, c'est le roi. Pourquoi je dis ça? Parce que si votre patient sous ECMO véno-veineuse s'extube accidentellement, l'ECMO, il prend le relais quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le respi, vous arrachez l'ECMO, bon, admettons, on arrive à tout contrôler tout ça, le patient risque de désaturer parce que c'est un drap qui est très sévère. Je rappelle qu'on met des ECMO sur des draps très sévères, donc c'est des patients qui ont plus du tout de réserve, donc très important de faire ça. Donc également lors d'un lit de transfert du lit au brancard, celui qui tient l'ECMO commande, d'accord? C'est très important. Transport patient. Alors, donc là, votre patient part en examen. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, tout simplement, déjà, il faut au moins 3 personnes minimum. Une personne dédiée à l'ECMO, un perfusionniste de préférence, un chir ou une personne expérimentée. Vous allez avoir un médecin avec un sac de transport ou vous, peu importe. 3 bouteilles d'eau pleines. Voilà. Alors, pourquoi je dis pleine? Une pour le ventilateur, une pour l'ECMO, et à la limite, une bouteille de secours au cas où. Bon, chacun fait comme il veut. Si le scanner il est à côté, bon, bah ok, on peut prendre que 2. Mais si le scanner est de l'autre côté de l'hôpital, bah là, ça peut être plus problématique. Donc, c'est bien d'avoir quand même une bouteille de secours. Et de préférence pleine. Vérifier la batterie. Prendre le câble d'alimentation. Faut pas attendre d'être là-bas et se dire, ah bah, j'ai pas le câble d'alimentation pour brancher mon ECMO. Bon. Certaines ECMO, vous avez plusieurs heures, pardon, et d'autres, vous en avez un peu moins. Donc, très important de prendre le câble d'alimentation. Et vous allez, l'ECMO, je rappelle, marche à l'électricité et de l'oxygène. S'assurer que le lit et l'ECMO passent dans l'ascenseur. Oui, ça, c'est le truc un peu bête, mais ce qui peut arriver. C'est-à-dire que je vais avoir mon patient sous ECMO. J'ai pas forcément tout le temps une cardio-help sur moi qui peut aller dans le lit, parce que la cardio-help, l'avantage, c'est qu'elle peut aller dans un hélico, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir d'autres machines. Et donc,
je passe dans l'ascenseur et là, je me rends compte que, en fait, mon patient ne passe pas avec l'ECMO. Donc, faites attention à ça. C'est toujours bien de s'assurer. D'ailleurs, vous pouvez faire des tests. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un patient à ce moment-là. Vous prenez un lit, vous prenez une ECMO avec le chariot et vous faites un test dans l'ascenseur, voir si ça passe. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Et la personne chargée de l'ECMO coach la mobilisation et le transfert. Je le répéterai jamais assez, c'est celui qui a l'ECMO qui contrôle tout ça. Donc il va avoir une main sur la machine, une main sur les canules avec voilà, et il va se mettre le corps en opposition entre la machine et le lit. Comme ça évitera si la personne n'écoute pas, l'autre personne qui est au tube n'écoute pas et pousse le lit brusquement, bah elle attirera sur ma hanche. D'accord, donc ça c'est important. Bien sûr, l'autonomie d'une bouteille d'eau 2, vous connaissez le calcul, pression fois volume divisé par débit litre minute. Voilà, pour connaître, si vous voulez, l'autonomie d'une bouteille d'eau 2. Donc je répète, avant de partir, et vous refaites un tour complet. Est-ce que mes couleurs de ligne sont bonnes? Est-ce que j'ai assez d'oxygène? Comment je branche? Ah oui, alors, si. Très important. Comment je branche mon ECMO? Je vais prendre mon tuyau, donc mes prises murales, je vais les débrancher. Je vais prendre mon tuyau de la membrane et je vais le mettre ici, branché directement. Donc là, vous voyez la petite souris directement sur la bouteille. Vous allez me dire, mais comment je sais que c'est FiO2? Alors la FiO2, elle sera tout le temps à 100%. Vous vous laissez à 100% parce que c'est une bouteille d'oxygène. Par contre, à combien je sais qu'il faut mettre de litres? Vous mettez au litre du balayage. C'est-à-dire que si j'ai 6 litres de balayage sur mon ECMO, on mettra ici 6 litres sur la bouteille. J'espère que j'ai été clair. Donc je recommence, je redis. Une prise, le tuyau vert directement de la membrane à ma bouteille. J'ouvre évidemment ma bouteille parce que là, elle est fermée. Et je mets, si j'ai 6 litres de balayage, je mets 6 litres d'oxygène sur ma bouteille. D'accord? La FiO2 est automatiquement FiO2 à 100%. Je n'ai aucun réglage dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense. Sinon, vous n'hésitez pas. On peut, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les poser. ECMO et décubitus ventral, pardon. Eh bien oui, on peut mettre des patients sous ECMO et décubitus ventral. Alors pourquoi? Donc bon, il y a des choses qui ont été écrites dans la REA de Marseille. Donc, déjà, premièrement, pourquoi on s'est dit on va mettre des patients sous ECMO en décubitus ventral? Déjà, ça a été prouvé que c'était quand même plutôt bien pour les SDRA, d'accord? Ça diminue le Vili et en tout cas, pour l'instant, ça semble pas entraîner de complications majeures. Donc, c'est-à-dire que le faire, c'est pas délétère pour le patient. Alors, maintenant, ce qui reste à prouver, et c'est des sujets à étude dans les prochains mois et années, c'est de mettre le patient en décubitus ventral pourrait accélérer le sevrage d'ECMO. Et je dis bien pourrait, pour l'instant, rien n'est prouvé. Voilà. Je rappelle le décubitus ventral. En pratique, on va préparer le patient. Alors déjà, il faut qu'il soit bien sédaté, curarisé, avec des analgésies. Ensuite, équipement, gélose, mousse de tête, protection cutanée, hydrocolloïde, protection oculaire, vitamine A+++, occlusion palpébrale, vérifier la fixation des canules d'ECMO, surtout en jugulaire. Donc ça, c'est les choses que vous devez faire en amont. On se dit, on va mettre le patient sous ECMO en décubitus ventral. On vérifie tout ça en amont, comme pour un transport. On refait un check. On s'en fiche si on le fait plusieurs fois dans la journée, mais c'est important de le faire. Et bien sûr, on regarde aussi si la sonde d'intubation est OK, si les cathéters sont OK. En pratique, on va entre 5 et 7 personnes nécessaires, selon la morphologie du patient. D'accord? Un perfusionniste côté ECMO, on donne les consignes. L'interne sécurise les canules jugulaires, la sonde d'intubation. Le patient en position décubitus latéral, placer les électrodes sur le dos, placer le patient en position de décubitus dorsal et installer la gélose au niveau du thorax. Donc les risques, forcément, c'est des extubations, c'est des décanulations, c'est les escarres, les œdèmes faciales. Des positions vicieuses aussi, on fait pas le plongeur comme on a l'habitude de faire, on les laisse vraiment tout droit.
Voilà, on peut avoir des ulcères aussi de la cornée et aussi parfois des vomissements. Donc là, c'était lors d'une de nos simulations. Donc vous avez le patient qui est en décubitus dorsal. Vous allez vous servir des comment ça s'appelle, des draps. Vous allez le mettre sur le côté. Vous allez mettre un deuxième drap ici. Et ensuite, après, une fois que tout le monde communique bien sûr, vous voyez, on prend bien les canules d'ECMO. Eh bien, on va mettre en place le patient en décubitus ventral. Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner. Une petite journée en enfer. Donc, on va terminer là-dessus. Les principales complications. Alors, vous avez l'arrêt de la pompe. Oui, ça peut arriver. Vous avez oublié de rebrancher. Post-scanner. Ça, c'est le truc classique. Hein. Vous avez oublié de rebrancher, ou personne n'a communiqué, personne n'a fait le tour, parce que personne n'est habitué, ou tout simplement un défaut de la machine. Hein. Ça reste de l'électronique, donc bien vérifier ça. Un kit d'urgence. Donc, et des pinces à clamper. Alors, on va regarder ensemble une vidéo. Donc là, hop, ici, donc, vous voyez, est-ce qu'elle a l'air paniquée? Non, moi je pense pas. Elle clampe veineuse, rouge. Elle prend ensuite le moteur membrane, ça c'est sur la cardio-help, donc c'est assez spécifique. Voilà. Et elle va tourner le moteur. Voilà, donc bon là elle est contente parce que elle a fait ça assez rapidement. On a fait ça avec pas mal de personnes formées en présentiel. Même les plus lentes, on est à moins de 40 secondes systématiquement. Là, on était largement moins de 40 secondes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était contente. Une fois qu'on a tourné le moteur, parce que ça on le voit pas après dans la vidéo. Déjà, il faut appeler à l'aide. Premièrement. Généralement, vous avez l'arrêt de la pompe, le patient va désaturer brutalement, il risque même parfois de faire l'arrêt. Donc, dans ces moments-là, vous avez vu, elle est toute seule. Donc, elle va clamper l'ECMO, elle va commencer à maniveler le moteur de secours. Et ensuite, après, une fois qu'elle est à un vrai tour minute, de toute façon, vous verrez que le voyant se met au vert au niveau du moteur de secours. Et bien là, on va demander à quelqu'un de déclamper l'ECMO. Donc, on va d'abord déclamper la canule de drainage, la canule veineuse, et ensuite, là, en rouge, la canule artérielle. Pourquoi? Parce que sur des ECMO véno-artériels, on risque d'avoir un backflow. Donc, par mesure de précaution, même sur une véno-veineuse, on reste sur ce même principe. Donc, on déclampe la drainage et ensuite celle qui réinjecte. Donc, c'est-à-dire la bleue puis la rouge. D'accord? Donc, je répète. Donc, c'est pour ça que les clans sont importants. Je remets la vidéo. Donc, on remet la vidéo. Le patient désature. L'ECMO est fermé. Hop, on clampe. La bleue puis la rouge. Après, peu importe, hein, sur ce sens-là, c'est après que c'est important. On met le moteur de secours, enfin on met le moteur sur le moteur de secours, et ensuite après, on demande de l'aide et on déclampe et on manivelle. Donc là, vous attendez que quelqu'un vienne voir pourquoi l'ECMO est en place. Pour la petite anecdote, mon associé, ça lui est arrivé un plein week-end, et donc le temps que le perfu arrive, il a dû maniveler pendant un petit temps. Donc ouais, ça peut être fatigant. Vous vous relayez, c'est comme un massage cardiaque. Et puis le temps qu'on mette une autre ECMO, ou alors tout simplement qu'on définisse la panne. Ça se trouve, c'était tout simplement parce que l'ECMO était mal branché. Donc dans ce cas-là, vous rebranchez et puis on remet sur l'ECMO tout court. D'accord? Pas paniquer. Je sais que ça va être très stressant pour certains. Donc le conseil que je vous donne, c'est de vous entraîner avant que ça arrive. Entraînez-vous. Entraînez-vous sur un circuit qui est périmé. Entraînez-vous régulièrement, parce que en fait, quand ça arrive, c'est très stressant. Et donc c'est important de le faire régulièrement. D'accord? C'est quelque chose qui est rare. Donc du coup, ça va pas vous arriver souvent. Et quand ça vous arrive, il faut être entraîné. Sachant que chaque marque a quand même sa spécificité au niveau des moteurs. Donc là, vous avez vu, ça c'est la cardio-help, le moteur, la membrane et le moteur sont sur le même endroit.
Sur la Rotaflow, c'est différent. Sur la Xenios, c'est différent. Sur la Medtronic, c'est différent. Donc, entraînez-vous suivant les marques que vous avez. Quand arrive ce genre de choses, c'est-à-dire une décannulation, pour info, le patient s'en est sorti. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 C. Vous allez clamper, vous allez comprimer et vous allez crier. D'accord? Donc ça, c'est important. Pourquoi il faut clamper? Parce que je sais pas où mon ECMO, de toute façon, c'est décannulé. Si elle est en jugulaire, bon, bah, le sang va aller partout. Si elle est en fémoral, bon, voilà, c'est beaucoup, enfin, en fémoral, faut y aller, mais bon, on sait jamais. Bah, on peut aspirer de l'air, en fait. Hein, c'est une canule de drainage. Donc c'est très 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 important. Et la même chose, voilà. Donc vous avez de l'air, on n'en a pas parlé, mais si vous avez de l'air dans l'ECMO pour X raison, vous clampez tout de suite. Vous réfléchissez pas et vous faites de la réanimation classique. C'est-à-dire que le patient est en arrêt, vous faites comme à un arrêt. Vous y allez, que ça soit ECMO VA, ECMO VV, un arrêt, vous le prenez de façon très classique. Quelqu'un qui masse, quelqu'un qui est aux sédations, l'adrénaline, et puis quelqu'un qui manage. Donc c'est important. Donc la règle des 3 C, clamper, comprimer, crier. Ok? Après, vous pouvez pleurer. Voilà. Non. Mais voilà, donc c'est important, parce que c'est assez impressionnant, hein, je vous le rappelle, hein, entre 3 et 7 litres, donc ça peut être très impressionnant. Ok, voilà. Hypovolémie sous ECMO. Alors là, on va mettre ce petit film. Voilà, ici, vous avez les débits qui varient. Vous avez vu, là, en fait, ça s'appelle l'oscillation. Donc vous avez les lignes qui tremblent, vous avez aussi les lignes qui vont ce qu'on appelle danser, voilà. Donc ça, alors, à quoi c'est dû? Ça peut être dû, là on va déjà que faire quand ça arrive. Voilà, donc on va baisser le son. Que faire quand ça arrive? Donc là c'était lors d'une simulation sur un congrès. Donc ici vous avez un patient qui désature sous ECMO véno-veineuse, il a 80 de SAT. Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier déjà si d'un premier coup d'œil il y a rien qui est clampé, il y a pas comment ça s'appelle, les canules, si elles sont bien de la même couleur. Et là on se rend compte que oui, il y a les débits qui commencent à chuter, et donc du coup ça va osciller au niveau des canules. Donc les lignes vont danser. Dans ces moments-là, donc on va tout simplement baisser les débits d'ECMO, voilà, de façon à rétablir un flux d'ECMO. Ok? Une fois qu'on a rétabli ce flux, on va voir comment le patient réagit. C'est-à-dire que, bon, là, sur la simulation, vous allez voir que le patient remonte très rapidement, mais après, c'était de la simulation, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça passe. Donc là, c'est 100%, limite, s'il en a peut-être même plus besoin de l'ECMO, hein, je rigole, mais si votre patient, il a 89 de SAT, s'il a 87 de SAT et qu'il est stable comme ça, vous restez comme ça et vous essayez de découvrir maintenant pourquoi il y a eu ce souci. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, votre ECMO va se collaber, d'accord, contre votre veine, ok, parce que vous allez tourner trop vite au niveau du tour minute, donc ça va aspirer trop vite. Hop, ça se collabe. Donc, du coup, elle a du mal à téter. Donc, on va tourner moins vite pour que, hop, on décolle la canule de la veine. Voilà. Donc, et pour restaurer un flux qui, on va dire, à peu près stable. Et après, il faut savoir pourquoi on en est arrivé là. Alors, tout simplement, on se rend compte que j'ai filé trop de diurétiques. Ok, bon, on va arrêter les diurétiques, on va le remplir un tout petit peu, le patient. Parce qu'il y a un saignement, oui, le patient il saigne depuis 2 jours de la canule jugulaire. Peut-être qu'il lui manque un peu de sang. On va voir où on en est au niveau de l'hémoglobine. Peut-être lui passer des produits frais plasma pour la coagulation, voilà. Vérifier s'il n'y a pas un saignement intérieur, une pression intrathoracique, ça peut être tout simplement une tamponnade, voilà, ou est-ce qu'il va décompenser aussi d'un choc septique, voilà. Tout ça, il faut vraiment tout checker. Ça, c'est bien sûr le médecin qui va vérifier ça, mais c'est un peu aussi à vous, parce que aussi on peut se dire que en fait on vient de faire un nurse, c'est la faute de l'infirmière, pour pas changer. Je rigole, hein. Et derrière, en fait, on a la canule, elle est sous le patient. Voilà, donc ça peut arriver. Ou alors, tout simplement, le patient, il a bougé. Il a toussé aussi. Il a toussé, vous avez aspiré le patient, et en fait, les débits d'ECMO ont un peu chuté. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à voir. Donc
on a essayé de regrouper vraiment les trois complications que vous risquez les quelques complications, pardon, que vous risquez d'avoir durant durant votre prise en charge d'un patient sous ECMO véno-veineuse. Voilà, vous remplissez le patient et puis vous voyez ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour sur la formation d'une ECMO véno-veineuse. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous fais un grand merci. Donc là, c'est une petite dédicace pour nos formateurs qui nous accompagnent, les équipes de Marseille, de la Pitié et bien d'autres. Je vous souhaite aussi bon courage à vous tous durant cette crise qu'on appelle une crise sanitaire, on peut le dire comme ça. Bon courage à nos formateurs, bon courage à tous les soignants, qui soient à l'hôpital, hors hôpital, réanimation, hors réanimation. Vraiment un gros big up. Voilà, on peut le dire. Voilà. Si encore une fois vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Sur notre site internet, on va vous mettre le fameux PDF d'un listing sous ECMO véno-veineuse, qui est assez simple, mais qui va permettre de vous aider. Voilà, ça c'est notre catalogue formation 2020. On vient un peu partout sur toute la France. On reprendra, je pense, plutôt vers septembre, vu les conditions actuelles. Donc, on va essayer de faire d'autres webinars. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, Insta, Facebook, LinkedIn, ou même sur notre site internet. Encore une fois, il y a un formulaire. Je vous souhaite à tous bon courage, et vraiment merci de prendre soin de nous et prenez soin de vous. À très bientôt.